Le sénateur Lindsey Graham se rend dans une zone de combat. Il rencontre Zelensky, annonce un nouveau train de sanctions contre la Russie et, littéralement le lendemain, son cœur s'arrête sans aucun détail sur la cause. On ne nous dit pas de quoi le sénateur est mort, ce qui, en général, suscite également un intérêt morbide croissant. La mort de Graham est objectivement avantageuse à la fois pour les adversaires de l'Ukraine et, comme l'affirment ces mêmes voix du Parti démocrate, qui perd l'un des républicains les plus gênants, capables de négocier à travers les barricades partisanes, ses concitoyens. Le dernier grand faucon au Capitole. En un an et demi, Graham est passé du critique le plus féroce de Zelensky à, sans doute, son défenseur le plus fidèle et le plus influent au Sénat. Graham affichait des opinions belliqueuses. Pendant des années, il évoquait la nécessité de bombarder, vaincre, utiliser la force. L'Iran, la Russie, tout adversaire de l'Amérique. Quel est donc ce personnage? Que signifie son départ pour l'Ukraine, pour l'Amérique, pour le Parti républicain? Que signifie son départ pour Donald Trump au final? Voyons tout cela en détail. Le soir du 11 juin à Washington, le cœur d'un homme que toute l'Amérique connaissait s'est arrêté. Toute l'Amérique, Andy Graham. Eh bien, il était encore jeune. 71 ans de nos jours, c'est vraiment jeune. Il est décédé un jour après son retour de Kiev, une ville où il s'était rendu, je crois, pour la 10e fois depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Sur les réseaux sociaux et les chaînes Telegram, une vague a déjà commencé à monter. Des discussions, des discussions, des discussions. Des gens enclins à une telle pensée conspirationniste. Ils jugent que c'est une coïncidence et une comparaison trop commode. Et que ce soit une coïncidence ou non, messieurs, c'est à vous d'en décider. Il n'existe aucune confirmation officielle, aucune version officielle, et dans la suite de cette vidéo, je ne parlerai que des faits. À vous, s'il vous plaît, de tirer vos propres conclusions, comme on dit. Et le fait est que le parcours de cette personne, en soi, est une histoire absolument digne d'un film, comme on dit. Surtout si l'on s'en souvient. Si l'on se rappelle qu'il y a seulement 1 an et demi, après la visite ratée de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, le sénateur était le plus grand critique du président ukrainien. Et puis soudain, comme on dit, il a fait volte-face, c'est-à-dire qu'il a opéré un virage à 182 degrés. La déclaration officielle du bureau de Graham était brève. Une maladie soudaine et fulgurante. Maladie. Selon NBC, les services d'urgence sont arrivés après un appel concernant une crise cardiaque. Par service d'urgence, je parle d'une ambulance, pas des urgences. Je ne sais pas qui s'est précipité vers lui. Il doit y avoir un service spécial au Sénat, non? Il n'y a pas plus de détails, et apparemment il n'y en aura pas. La famille, comme on nous l'a dit, a demandé de respecter leur droit à la vie privée. Qu'est-ce que ça veut dire? La famille a demandé de respecter le droit à la vie privée. Je n'ai jamais vu ça de ma vie envers une personne de l'envergure de Lindsey Graham. Dire de quoi il est un mort, est-ce que c'est du respect ou bien ne pas le dire, c'est respecter sa vie privée? Tout de suite, on commence à avoir l'idée en tête, genre, peut-être qu'il est cette mort du sida ou d'une maladie vénérienne comme la syphilis. Mais il ne semblait pourtant y avoir aucun signe de cela. Ou alors on parle du fait qu'il y a des soupçons qu'il ait été empoisonné. Quoi qu'il en soit, une personne qui a passé des décennies au Congrès puis au Sénat et qui était, à mes yeux, une figure totalement publique, n'a dans ce sens aucun droit à une vie privée. Bon, d'accord, continuons. Bien sûr qu'il a le droit, mais pas en ce qui concerne les causes de sa mort. L'histoire de l'évolution politique du GRM concernant l'Ukraine. L'intrigue en soi mérite, comme je l'ai déjà dit, un film à part entière. En février 1925, après la rencontre absolument catastrophique de Zelensky avec Trump dans le bureau ovale, celle-là même qui a fait le tour du monde avec des images de reproches mutuels, appelons ça comme ça, oui. C'est précisément GRM qui s'est retrouvé parmi les critiques les plus virulents du président ukrainien. Il doutait publiquement. Peut-on vraiment refaire affaire avec cet homme? Je parle de Zelensky. 1 an et demi s'est écoulé.
Et en juillet 1926, GRM était devenu l'un des partisans les plus convaincus. Apparemment aussi les plus actifs, enfin, convaincus, je ne sais pas, mais en tout cas actifs, de l'Ukraine au sein du Parti républicain. Il s'est rendu en Ukraine, il y a des photos de lui, je me souviens, sur des terrains d'entraînement de chars. Il a visité une usine de drones, avec Skyfall, je crois, non? Il a personnellement élaboré avec la Maison-Blanche la formule d'un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Ah oui, c'est vrai. Avant son voyage en Ukraine, c'était sa dernière apparition publique avant sa mort. Il a annoncé qu'un groupe de sénateurs, bipartisans d'ailleurs, s'était mis d'accord avec l'administration sur un nouveau paquet de sanctions. Et il a même dit ces mots. Nous avons une formule pour mettre fin à cette guerre. Autrement dit, des sanctions tellement fortes que, vraiment, voilà. Vraiment, oui, ou pas vraiment. Qu'est-ce qui a exactement changé sa position en 1 an et demi? Eh bien, je n'ai pas de réponse, peut-être que quelqu'un le sait, mais je n'ai rien lu ni vu à ce sujet nulle part. Toute explication reste une interprétation, et non un fait avéré. Mais la trajectoire est éloquente en soi, passant d'un critique virulent à le principal lobbyiste des intérêts ukrainiens au Congrès, tout en restant loyal à Trump jusqu'au bout. Et avec Trump, il interagissait normalement, ils avaient, comment dire, eh bien, je ne sais pas, des relations amicales ou presque amicales. En général, tout cela est incroyablement étrange. Ce n'est pas que j'ai des idées à ce sujet, c'est juste étrange, c'est tout. Les opinions de Graham étaient, eh bien, franchement, assez belliqueuses. Oui, c'est comme ça que je m'en souviens. Ah, d'ailleurs, c'est justement pour ça qu'une partie des électeurs l'aimait, parce qu'il n'a jamais caché ses convictions, il n'adaptait pas sa rhétorique à la conjoncture du moment. Lui, c'était toujours en avant, bombardé et tout ça. Mais c'est là tout le paradoxe de Graham. C'est un faucon impitoyable, mais en même temps, il était l'une des personnes les plus respectées au Sénat parmi, comme on dit, le camp opposé, parmi les démocrates. La raison, en réalité, est simple. Il voyait en lui un homme qui agit par conviction, et non par discipline partisane. Eh bien, il est clair que certaines choses ont été faites là-bas à une époque, et ainsi de suite, oui. Mais dans l'ensemble, il agissait selon ses propres convictions. On pouvait l'appeler, s'entendre avec lui, trouver des compromis. Il tenait tellement parole que ses collègues lui en faisaient parfois reproche. C'est précisément pour cette raison que, pendant des décennies de carrière au Sénat, il a à son actif des dizaines de projets de loi rédigés conjointement avec des sénateurs démocrates. Ce pouvoir de réunir des personnes de divers horizons est symbolisé par l'amitié des trois mousquetaires. Il s'agit donc de John McCain, Joe Lieberman et voici Graham lui-même. L'un était républicain, l'autre démocrate, puis indépendant dans le cas de Lieberman, et le troisième républicain. Mais en matière de politique étrangère, ils agissaient, je ne sais pas, comme une seule équipe, pratiquement une équipe unie. Ils se rendaient ensemble dans les zones de conflit et prônaient une ligne dure contre les régimes autoritaires. Il y a ici un épisode historique qui mérite d'être rappelé. Lorsque John McCain s'est présenté à la présidence en 2008, le Parti républicain envisageait de choisir Lieberman, un démocrate, comme vice-président. Je ne me rappelle pas, ces 100 dernières années, d'une rupture aussi flagrante avec son parti à cause du soutien à la guerre en Irak. Si cela s'était produit et que McCain avait gagné, alors le trio McCain, Lieberman et Graham aurait très bien pu se retrouver à la tête de la politique étrangère américaine pendant des années. Graham aurait sans doute été secrétaire d'État, c'est ainsi que je l'imagine, mais l'histoire en a décidé autrement. Au final, McCain a choisi une candidate inattendue, Sarah Palin. Du sang neuf, là-bas. Et il a quand même perdu les élections face à Obama. Oui, il a perdu. Mais le simple fait qu'un tandem bipartite ait été envisagé montre à quel point ce cercle de personnes était atypique pour l'Amérique polarisée d'aujourd'hui. Voici maintenant un autre point très important, le siège au Sénat. Pourquoi le siège au Sénat a-t-il une importance particulière en ce moment? Un sénateur est décédé. La mort de Graham n'est pas seulement la perte d'une personne, c'est un changement concret dans l'équilibre des forces. Avant sa mort, le Parti républicain détenait 53 sièges au Sénat contre 45 pour les démocrates. Et deux indépendants qui en réalité votent avec les démocrates, donc eh bien on compte 53 contre 47, n'est-ce pas? Maintenant c'est 52 contre 47. Chaque siège dans le Sénat actuel compte.
parce qu'avec un écart aussi serré entre les deux parties, peu importe qu'il y ait deux indépendants. Et le sort des projets de loi dépend très souvent littéralement d'une ou deux voix, selon les lois de l'État où il vivait et dont il avait été élu, c'est-à-dire la Caroline du Sud. Le gouverneur nomme un remplaçant temporaire jusqu'aux élections, et il est républicain. Henry McMaster, qui en fait a été coprésident à l'époque de la campagne électorale de Graham, et qui ne se représente pas pour un nouveau mandat en tant que gouverneur. La situation se complique du fait que Graham a déjà été officiellement désigné comme candidat républicain. Eh bien, en novembre, oui, il y aura des élections contre la démocrate, la Annie Andrews. Maintenant, les partis devront organiser en urgence des primaires temps spéciales. La période de dépôt des candidatures pourrait débuter dès le 21 ou le 25 juillet. À mon avis, ils ont annoncé qu'ils allaient ouvrir en urgence le 21. Donc le vote spécial lui-même aura lieu quelque part autour du 10 ou du 11 août. Le vainqueur des primaires participera aux élections de novembre à la place de Graham. Pour les républicains, c'est un sérieux test de résistance comme en Caroline du Sud. Dans un État rouge. Là-bas, Trump a obtenu 58 voix et en théorie, n'importe quel républicain devrait trop gagner. Eh bien, ce qu'on appelle presque automatiquement. Mais presque automatique, ce n'est pas la même chose que garanti. Surtout quand il faut, en quelques semaines, promouvoir un nouveau candidat que les électeurs ne connaissent pas encore comme une personne représentant réellement leurs intérêts. Et pas seulement un nom sur un bulletin de vote. Cela exige une mobilisation rapide, des fonds pour la publicité, la notoriété et la discipline du parti. Tout ce que le sénateur sortant a déjà acquis au fil des années. Mais le nouveau candidat, lui, n'en a tout simplement pas. Parmi les candidatures discutées pour la nomination temporaire et les primaires, on entend déjà les noms de la vice-gouverneure Pamela Evette et du député Joe Wilson. Lui, il est le plus ancien républicain de l'État et son fils Allen Wilson d'ailleurs, se présente actuellement au poste de gouverneur de l'État. Le départ de Graham, ce n'est pas seulement la perte d'une voix en faveur de l'aide à l'Ukraine, mais la perte d'un type politique rare. Un homme capable de rester un faucon convaincu tout en jetant des ponts au-delà des clivages partisans. À une époque où le compromis à Washington est presque devenu un gros mot. Nous espérions qu'ils se comporteraient tous ainsi, c'est-à-dire qu'ils essaieraient de trouver un compromis, mais rien de tel ne s'est produit. Jamais de compromis. Parler de compromis implique de discuter avec ton collègue. On ne donne pas d'argent pour les élections. À cette époque-là, donc. Graham était, à mon avis, l'une des figures qui empêchait Transo le Congrès de se transformer en deux camps irréconciliables. Mais le système politique des États-Unis est conçu de telle sorte que même la perte la plus lourde ne crée pas de vide. Du moins pas pour longtemps. Le mécanisme de remplacement est déjà en marche. Le gouverneur agite. Le Parti démocrate, donc, se mobilise pour lutter contre celui qui sera nommé, et, en conséquence, le Parti républicain se mobilise pour soutenir celui qu'ils proposeront. Dans quelques semaines, l'électeur de Caroline du Sud aura le droit de choisir celui qui représentera au mieux ses intérêts au Sénat. Les institutions fonctionnent. Et c'est sans doute le meilleur héritage qu'un homme puisse laisser derrière lui. Un homme qui a cru toute sa vie, qui a cru toute sa vie en la force de la démocratie américaine, ou une république à gouvernance démocratique, pas ce qu'on appelle, disons, la démocratie à la grecque, oui. Et ils peuvent défendre la liberté. Et dans leur propre pays, et bien au-delà de ses frontières, même si, en général, ils voulaient défendre en allant bombarder. Voilà. D'ailleurs, y compris à Kiev, qu'il a continué à soutenir jusqu'au dernier jour de sa vie. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous terminons, en somme, notre édition spéciale. Et à la prochaine.